Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. La fatigue, l'épuisement, ne plus avoir envie de se lever le matin, ne plus en avoir psychiquement, physiquement, c'est quoi? Eh ben, je vais vous dire, ça touche énormément de gens, voire des millions de gens en France et ailleurs. Ce qu'on appelle le burn-out, mot anglais. D'ailleurs, c'est intéressant, on va en parler. Est-ce que ce burn-out peut être traduit en français? On en parle avec Pierre-Antoine Martin, qui vient d'écrire, qui vient de publier aux éditions Max Milo, Le temps des pervers, burn-out, l'épidémie du siècle. Alors effectivement, perversion, lutte. Quand on lit ce livre, que je vous recommande, c'est un livre qui dit, mais au fond, il y a une espèce de lutte. Je dirais pas lutte d'éclat, je ne sais pas comment on peut l'apprécier, mais quelque chose qui fait que dans un certain nombre d'entreprises ou d'administrations ou de ministères, c'est pas réservé au privé ou au public, c'est partout. Il fait qu'il y a des gens qui sont littéralement essorés, lessivés vraiment, et qui n'en peuvent plus. Alors Pierre-Antoine Martin, comment vous traduiriez le burn-out s'il y avait à traduire en français? Parce que en anglais, c'est voilà, burn-out, c'est on est incendié, on est brûlé, on est mort, quoi. Oui, alors le burn-out, c'est moi je l'ai vécu il y a 5 ans, extrêmement brutalement. C'est extrêmement brutal. Ouais. C'est pas justement, racontez ce qui vous est arrivé, parce que c'est important, même si vous le faites sur un mode romancé, oui, légèrement. Je l'ai écrit sous mode romancé pour que ce soit facile à lire et que ça imprègne aussi les esprits plus que sur le mode de l'étude, parce que ça a largement été fait sous le mode de l'étude. Mais sur le mode romancé, ça permet de rentrer dans la vie, en fait, de s'imprégner de ce que c'est dans la vie que de vivre un burn-out. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un matin. Alors, effectivement, avant, il y a tout un tas d'événements. Avant, mais je vais parler juste du matin. Oui. Le matin type, et c'est quelque chose que... Et c'est arrivé un certain matin, ça vous est arrivé? C'est la bascule brutale. La bascule, oui. Vous avez dormi, plus ou moins, vous vous réveillez, et vous êtes dans un état quasiment mort. Vous êtes mort dans votre corps, mort dans votre psyché. Et j'avais, à ce moment-là, la seule chose que j'étais capable de faire, c'était la seule chose qui est capable, écoutez bien, c'est lever le petit doigt. C'était le seul effort que je pouvais faire. Vous ne pouviez pas bouger les membres, le torse? Non. Rien. Mort. Ouais. Il n'y a plus d'énergie. Il y a plus du tout d'énergie. Il y a plus de force du tout dans le corps. Alors, de force pour bouger, mais pour penser, pour réfléchir, pour parler, il n'y a plus rien. Et à ce moment-là, il y a une sorte vous êtes tellement dans un état critique qu'il y a une dissociation qui se fait en vous, et vous vous regardez dans cet état clinique, et vous faites l'état clinique de ce que vous êtes. Et c'est effrayant, parce que vous posez la question si vous n'êtes pas mort. Et vous vous rendez compte, ou totalement paralysé. Vous pouvez plus rien faire. Alors ça commence comme ça. C'est l'effondrement cognitif, psychique. Vous voyez, moi j'ai été cadre dirigeant, j'ai fait une grande école d'ingénieur, donc j'avais quelques capacités, on va dire, d'aptitude intellectuelle. Eh bien, j'en étais à avoir du mal à faire une simple addition. Alors, pardon, justement, on va revenir un peu en arrière, mais c'est intéressant parce que vous parlez, parce que toujours qu'est-ce qui vous a amené à cet état? A posteriori, vous le savez peut-être, sur le moment, vous sentiez que ça n'allait pas, quand même? Je veux dire, avant l'effondrement. Pleinement, il y a un chemin qui mène à ça. Il y a un chemin qui mène à ça, mais on ne sait pas qu'à un moment donné, tout va lâcher. Ouais. Tout va s'écrouler. On se dit je supporte, et puis je supporte, et puis je suis fort quand même. Je vais supporter. Vous avez un stress qui est lancinant, intense, qui monte, mais un stress insoutenable, c'est-à-dire qui arrive à des niveaux jamais connus dans votre vie, associé à une perte de sens dans le travail. Ça, c'est très important, la perte de sens dans le travail. C'est pour ça que je parle d'une maladie civilisationnelle. Perte de sens dans le travail. On se demande pourquoi on est là, pourquoi on va au bureau, pourquoi on fait ça. C'est à minima ça. Ouais. Et puis, c'est le conflit éthique. Mais je suis pas d'accord avec ça.
Je suis pas d'accord avec ces valeurs. Je ne vois que du mensonge, que de la manipulation. Je voyais, moi, en tant que cas dirigeant, je savais quels étaient les ressorts de certaines décisions. Et je me disais, mais c'est pas vrai qu'on les traduise dans ces mots-là. La communication est devenue une propagande dans nos entreprises. Et c'est pour ça que, dans mon livre, je parle que le travail devient totalitaire. Et le totalitarisme, ça broie les gens, en fait. Le travail aujourd'hui, alors, il y a 100 ans, il broyait des corps. Oui. Aujourd'hui, il broie des âmes. Et ça broie, effectivement. Oui. Alors, il y a eu cette montée pour répondre complètement à votre question, André, cette montée de ce stress progressif, intense, qui arrive à un niveau très, très, très fort, plus du harcèlement avec des injonctions contradictoires, du paradoxe. Des supérieurs hiérarchiques, en fait. Non, oui, c'est ça. Et de la situation. Et de la situation, et du contexte. C'est-à-dire que vous avez un contexte qui devient totalement paradoxal, avec des comportements paradoxaux de la hiérarchie, par exemple. Et tout ça fait qu'à un moment donné, votre esprit est perdu, totalement perdu. Il essaie de s'accrocher rationnellement à ce qui pourrait essayer de s'accrocher. Il n'y arrive pas, le stress intérieur monte. Et à un moment donné, le cerveau se met en grève. En grève. Mais il se met en survie, en fait. Oui, c'est ça. Il se met en survie. Sinon, je pense que c'est la mort. L'étape d'après, c'est vraiment la mort. Mais alors, ça vient. Alors, non, c'est très intéressant. Pierre-Antoine Martin, vous le racontez très bien dans votre livre. Est-ce que cette espèce de stress, de se dire, vous l'avez dit, écoutez, on prend des décisions, mais pourquoi on prend ces décisions-là? Cette espèce de perte de sens, ça vient progressivement, vous le sentez, vous dites, oui, bon, c'est pas grave. Et est-ce que vous avez aussi, parce qu'il faut dire les choses par leur nom, oui, bah écoutez, j'ai une femme, des enfants, faut que je gagne ma vie, il faut que j'entretienne, c'est valable pour des millions et des millions de gens. Attends, c'est très joli, mais voilà, il faut bien vivre, comme on dit. Il faut bien vivre. Alors vous supportez ça, mais vous êtes lucide. Et vous voyez effectivement vous voyez en vous dévitalisez de sens. Vous perdez le sens quand vous allez au travail et vous n'y voyez plus de sens. Ouais. Et comme dans notre société, mais beaucoup de gens le supportent. Disent oui, bon, je sais, c'est pas ça, mais ça va, je gagne ma vie, donc on peut le supporter effectivement. Ouais. Tant que ce niveau de stress ne vient pas vous frapper avec en plus un harcèlement, eh ben vous risquez rien. Alors c'est quoi le harcèlement? Vous en parlez très bien dans votre livre. C'est qu'une espèce de perversion, le temps des pervers justement. C'est quoi ce harcèlement? Ça, c'est de la perversion extrêmement raffinée, puisque alors, on peut tuer quelqu'un sans lui mettre un coup physique. C'est même le raffinement ultime, en fait. Eh bien, il suffit c'est ce qu'on appelle l'injonction contradictoire ou le paradoxe, c'est-à-dire que vous avez, alors je vais donner un cas très simple, un cas très simple, mais après il faut le répéter 100 fois avec tout un tas d'autres événements. Par exemple, vous me dites une chose, André, avec le sourire, et vous montrez le contraire dans les faits. Là, on est dans le paradoxal. Vous êtes mon supérieur. Moi, je m'attache à ce que vous dites. Et je suis soumis au supérieur. C'est ça la particularité du travail. C'est pour ça que ça arrive surtout dans le travail. Je suis soumis. Oui, j'écoute ce que me dit mon supérieur et j'essaye de l'appliquer. Et aussi, je suis soumis parce que je supporte pour nourrir ma famille, pour vivre, etc. Parce que je sais que c'est le travail. Et alors, qu'est-ce qui fait? C'est quoi l'injonction contradictoire? C'est que votre supérieur vous dit quelque chose qui dément complètement ce qu'il vous a dit en souriant. Il dément complètement. C'est-à-dire que je te soutiens dans telle affaire. Dans mon cas, par exemple, ça faisait plusieurs années qu'il me demandait de licencier un individu qui est particulièrement problématique. D'accord. Et là, pour le coup, ce qu'on appelle un pervers narcissique. Il l'avait parfaitement identifié. Moi, je commençais à l'identifier aussi. Et cet individu, donc, il me demandait de le licencier. Donc à un moment donné, effectivement, il me demandait de construire un dossier à charge contre lui, d'ailleurs d'outrepasser le code du travail sans aucun problème, parce que ces gens-là, il faut le virer. Ces gens-là n'ont pas de limite. Ils n'ont pas de limite. Bon. Donc moi j'essayais au moins de faire quelque chose d'à peu près correct. Et au moment où effectivement cet individu fait une faute majeure, on en arrive à l'entretien de licenciement, etc. Ouais. Et là il me lâche.
Votre supérieur vous lâche. Le supérieur me lâche justement exprès, sachant que l'autre est un pervers narcissique. Et ce pervers narcissique, et c'est là que c'est remarquable, le revirement est écrit au harcèlement. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans une situation où vous avez quelqu'un qui vous a soutenu et qui vous lâche au dernier moment, et là vous êtes perdu. Parce que dans le travail, c'est le hiérarchique qui fait la pluie et le beau temps, qui sûr, soutient. Mais attendez, c'est très intéressant, justement, pour bien comprendre ça, Pierre-Antoine Martin. Alors, est-ce qu'il vous a, a posteriori, d'ailleurs, vous en parlez sous fiction, mais enfin, c'est les noms peut-être qui ont changé. Est-ce qu'il vous a soutenu pour mieux vous couler? Est-ce que ce supérieur hiérarchique, en fait, dans son plan, c'était de se débarrasser des deux, c'était de faire d'une pierre deux coups, je parle dans votre cas. Mais c'était de faire une pierre deux coups. C'est ça. Donc je me débarrasse des deux, je lui raconte un truc, je le déstabilise en disant mais c'est pas ça du tout qu'il fallait, et donc je le mets en condition de burn-out, enfin en tout cas d'être incendié, et je me débarrasse aussi de l'autre. Et les deux, je les oppose. Donc je divise. Et celui qu'il fallait que vous vouliez licencier, enfin qu'on vous ait demandé de licencier, dit oui, il me harcèle. Exactement. Et là, vous rentrez dans un processus qui est kafkaïen en fait, complètement kafkaïen. Et là, ensuite s'enclenche toute une dynamique qui est terrible. Et je pense que beaucoup d'auditeurs vont se reconnaître dans ce fonctionnement, aberrant de certains hiérarchiques qui conduisent en fait des collaborateurs à, entre guillemets, à péter les plombs. Et péter les plombs, c'est le burn-out, effectivement. Absolument. Non, c'est très. On va en parler. Et d'ailleurs, si vous voulez réagir, auditeur de Sud Radio, vous savez, résident de Sud Radio, 0826 300 300, c'est bien ça? C'est totalement ça. 300 300. Exactement. Parfait. Et on va continuer parce que c'est une histoire très forte. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de lutte. Je ne sais pas si c'est une lutte des classes, une lutte des inconscients, une lutte des perversions. Mais il y a quelque chose d'assez terrible quelquefois dans l'entreprise, ou peut-être souvent. En tout cas, le burn-out, c'est vraiment quelque chose qui est là, et on a tous des témoignages de gens proches de nous. On en continue d'en parler juste après cette petite pause. Restez avec nous. À tout de suite. Sud Radio Berkhoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkhoff. Et ça concerne des millions d'hommes et de femmes. Le livre de Pierre-Antoine Martin, auteur de Le temps des pervers, burn-out, l'épidémie du siècle, aux éditions Max Milo. Pierre-Antoine Martin, alors il y a des chiffres très, vous savez, comme le sont toujours les chiffres, surtout là-dessus. Alors, en 2 mots, je les résume très rapidement. Selon l'Institut de veille sanitaire, 480 000 personnes en France sont concernées par un état de souffrance au travail, dont 7% seraient spécifiquement touchés par le burn-out. Alors, Opinionway estime que 2,5 millions d'actifs, c'est énorme quand même, présentent un risque d'épuisement sévère, Technologia, 3,2 millions de salariés, soit 12% de la population active, sont exposés à un risque de burn-out. Une étude Forum du Future en 2023 classe la France parmi les pays européens les plus touchés par le burn-out professionnel, à égalité avec l'Angleterre. 40% des salariés en France, d'après un baromètre Ignition Programme, se déclarent être en souffrance ou soumis à un stress au travail élevé. Alors, quelle que soit la fiabilité de ces chiffres, on sent que ce n'est pas rien. On parle de millions de personnes, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose de fort. Mais je voudrais revenir, parce que ce que vous décrivez là, pour vous, évidemment, les gens peuvent se reconnaître en miroir là-dessus. Vous disiez effectivement l'emprise, et puis il y a aussi peut-être une certaine passivité, puis il se dit il faut nourrir sa famille, et puis tout cela. Et en fait, est-ce que le stress, tout ça, augmente à chaque fois? C'est-à-dire quand on commence que ça a été dans votre cas, est-ce que ça s'ajoute comme une espèce de millefeuille? Ah oui, chaque jour il y en a une couche nouvelle. Chaque jour une couche nouvelle. Chaque jour ça monte en pression, effectivement. C'est un processus où, oui, vous vous sentez couler. En fait, vous vous sentez couler de façon irrémédiable. Et puis vous avez en face ou au-dessus, et c'est ce que je décris, de la perversité de l'individu qui en joue. Qui le voit. Qui le sait. Ouais. Et qui en joue, et qui veut aller encore plus loin. C'est-à-dire que certains, c'est pour ça que je parle de meurtre, en fait. On est dans un meurtre psychologique, meurtre social,
quelquefois même des meurtres physiques, hein, parce que ça peut conduire au suicide. Ces pervers, en fait, sont des criminels. Parce que ils savent qu'ils font mal. Ils détruisent une personnalité, quelque part. Ils savent qu'ils le font, et ils vont plus loin, et ils continuent. Alors, vous savez, il y a, en justice, il y a une faute qui est reconnue aujourd'hui, qui s'appelle la faute inexcusable. Ça veut dire aussi des fautes très graves. Et c'est une faute qui reconnaît que l'employeur sait qu'il y avait souffrance, mais qu'il a continué. C'est ça. Donc on est sur... Et c'est une faute en justice, là. C'est une faute en justice, mais c'est pas au pénal. C'est pas en pénal. C'est pas au pénal. Et ça, c'est la chance, en fait, de ces pervers, c'est que c'est pas au pénal. Donc ils s'en sortent toujours. Et un des messages, en fait, de mon livre, c'est que on a aujourd'hui des milliers, des centaines de milliers d'individus comme ça. Vous voyez, qui exercent en toute impunité, on peut dire, c'est ça. Même plus couvert. Moi, je suis allé jusque... Alors, je le dis dans mon livre, donc je peux le dire, hein, c'est le ministère des Transports, jusqu'au plus haut niveau du ministère des Transports, et à tous les niveaux, on s'est défaussé. Ah oui. Alors, moi, vous allez voir, mais qu'est-ce qu'ils vous disaient, enfin, concrètement. Soit il y a zéro réponse, silence total, soit c'est je peux rien faire. Mais j'espère que vous allez bien vous reconstruire. Vous voyez, ça c'est la réponse du plus haut niveau. J'espère que vous allez vous construire. Mais nous on peut rien faire. Ah non, on peut rien faire. Et en même temps, le type justement qui s'est permis de faire ce que je décris dans mon livre, donc mon manager a été promu, bien sûr. Été promu. Peut-être qu'un jour il aura la Légion d'honneur, mais il a été promu. Donc tout péché mérite récompense. Certainement. Ce qui veut dire que le système est pervers. Le système couvre ça. Ça le couvre. On est dans une société, parce que j'ai beaucoup réfléchi en fait à tout ça, j'ai eu un peu de temps, mais juste un mot. Non, mais c'est juste pour rester parce que c'est passionnant ce que vous racontez. Et il n'y a pas eu alors dans l'entreprise, mettons dans votre entreprise encore une fois vous en parliez avec des collègues. Vous avez qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas au niveau des syndicats parce que vous en parlez peu. Et il y a quand même normalement dans toute entreprise, en tout cas que ce soit la vôtre ou d'autres, il y a des syndicats, il y a il y a des gens qui sont censés défendre les employés, les salariés. Est-ce que vous avez eu l'occasion? Comment ça s'est passé? Alors, comment ça s'est passé? C'est aussi très simple, c'est que le syndicaliste en question était un ami très proche en fait du patron. D'accord. La franc-maçonnerie aidant, ça permet aussi d'assurer des actions violentes en toute impunité, encore plus. Parlons par exemple de la médecine du travail. Je suis allé voir le médecin du travail, je lui ai expliqué. Le médecin du travail, quand il a compris de qui je parlais, et quand il a compris ce que je vivais, il m'a tout de suite arrêté, il m'a dit « Ah non, je ne veux plus rien savoir. Mais si vous avez d'autres questions... » carrément. Carrément, je suis là pour ça. Quand vous lui avez dit le niveau de hiérarchie où c'était, il vous a dit « Je veux pas savoir. » Je veux plus rien savoir. Intéressant. Voilà, parce que vous avez toute une partie de la médecine du travail aujourd'hui qui est rémunérée par les employeurs. Vous avez deux types de médecine du travail, mais vous en avez toute une catégorie qui est rémunérée par l'employeur. Donc le type n'avait pas envie non plus de perdre sa place. L'inspection du travail, l'inspection du travail, vous vous rendez compte de quoi? C'est ce que je décris aussi, c'est que parce que j'ai voulu aller jusqu'au bout de mon analyse, comprendre à quel point le système était verrouillé et pourquoi il y avait une telle impunité. L'inspection du travail aujourd'hui est totalement dénudée dans son organisation, de sorte à ce qu'elle ne puisse plus intervenir. Pourquoi dénuder? Vous voulez désosser, carrément. Désosser, oui, dénuder. Alors dénuder, désosser, c'est pire. C'est exactement ça. Avant, on faisait des grandes négociations avec les syndicats pour réformer les codes du travail, etc. Il n'y a plus besoin, on n'entend plus parler de grandes négociations. Il suffit de plus donner de moyens à l'inspection du travail. Quand vous donnez plus de moyens à l'inspection du travail, l'impunité existe. Voilà. Non, c'est terrible. Alors, je rappelle quand même, et pas du tout pour faire l'équilibre et Salomon, qu'il y a beaucoup d'entreprises, et j'espère la majorité, mais on n'est pas sûr du tout, où ça marche très bien, où les gens sont motivés, parce qu'il n'y a pas de pervers, parce qu'il n'y a pas de gens comme ça. Maintenant, il y a ce que vous décrivez,
qui est la réalité et que vous montrez très bien dans votre livre. Je crois que Maud, nous avons des appels. Deux appels, dont un de Florent qui vient d'Amiens. Bonjour Florent. Bonjour André Berkoff, bonjour à votre invité. On vous écoute Florent, bonjour. Bonjour, mais écoutez, moi je vous appelle parce que je suis actuellement membre des forces de l'ordre, alors je préfère ne pas préciser l'administration par souci d'anonymat. D'accord. Ça fait à peu près 15 ans que je suis parmi les forces de l'ordre et j'ai déjà 2 burn-out en 15 ans. Quand je vous dis burn-out, c'est vraiment des périodes où pendant 3-4 mois, je ne vais pas au travail, je me déconnecte de tout, parce que le poids de la hiérarchie est terrible. Ce n'est pas tant le climat insécuritaire ou alors ce sentiment d'insécurité qui n'en est pas un, si vous voyez de quoi je parle. Bien sûr. Mais c'est vraiment le poids de la hiérarchie qui est vraiment hyper pesant. D'accord. Et poids de hiérarchie, un peu, vous retrouvez dans ce que dit Paul-Antoine Martin. Oui, tout à fait. Vous savez, pour vous parler de je vous écoute bien sûr depuis tout à l'heure, et pour vous parler de mon expérience personnelle, parce que j'ai pas la prétention de connaître l'ensemble des bien cas. sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais je peux vous dire que moi, c'est pas tant le regard de travers de la population qui me dérange au quotidien, parce que je suis fier de mon travail, fier de ma vocation. Je me lève tous les matins avec le sourire, mais il m'est arrivé en 15 ans 2 reprises, des périodes où clairement pendant 4 mois, 5 mois, c'était impossible pour moi de me lever, c'était impossible pour moi de voir des amis, et comme je vous l'ai dit, c'est pas l'hostilité qu'il y a dans la rue qui me dérange. Vous l'avez dit. La hiérarchie. La hiérarchie, enfin, et c'est les décisions judiciaires qui nous. Mais je crois que le pire entre nous, Monsieur Berkoff, n'est pas les problèmes avec la justice ou la population. C'est vraiment notre chaîne hiérarchique qui nous détruit et qui envoie malheureusement une bonne partie de nos camarades dans des situations irréversibles. Irréversibles. En tout cas, merci de votre témoignage, c'est très intéressant. Voilà un policier qui dit, vous savez, en dernier lieu, c'est pas le public, c'est pas les gens, c'est même pas d'ailleurs l'insécurité ou etc. C'est la hiérarchie. Qu'est-ce que vous dites à... je crois que l'auditeur, ce Florian, je crois, Florent a dû vivre beaucoup de ce qu'on appelle ces injonctions contradictoires, avec peu de moyens et puis beaucoup d'ordres à faire respecter, et l'impossibilité de faire son travail. Il a dit une chose très très importante. J'ai encore la fierté de mon travail. On parlait de pervers tout à l'heure. Le pervers finit par vous faire perdre la fierté de votre travail. Vous l'avez perdu. Vous l'aviez la fierté de votre travail. Je l'avais. Et il vous l'a fait perdre. Il vous l'a fait perdre parce que le sens, il dévitalise l'entreprise du sens. Il dévitalise vos actions du sens que vous pouvez y trouver. C'est ça qui est terrible. Et on disait en aparté, mais la société promeut aujourd'hui les pervers. Alors, tous les dirigeants ne sont pas des pervers, bien sûr. Pas généralisé. Mais bien sûr. Mais dans un monde qui est de plus en plus difficile, dans un monde qui se financiarise de plus en plus, où la dignité humaine est de moins en moins respectée, où l'homme est de plus en plus chosifié, en fait, l'individu pervers qui aime le mal, qui aime faire du mal, qui se réjouit de faire du mal, va être naturellement promu parce qu'il va avoir de meilleurs résultats, puisqu'il n'a aucun état d'âme. Ce qui est effectivement est encore plus pervers du point de vue de l'intention. Je crois que nous avons un autre auditeur. Un deuxième appel de Najette qui appelle de Montpellier. Bonjour Najette. Oui, bonjour. Voilà, moi je voulais apporter mon témoignage. J'ai vécu une injustice atroce de 2018 jusqu'à 2021. Où il y avait la fin de mon contrat. Et c'est vrai que je me suis retrouvée dans un service avec une manipulatrice dans l'équipe. Nous étions 20 femmes et un homme, collègue. Donc c'était dans la fonction publique, dans un service au département de l'Hérault à Montpellier. Et j'ai vécu le cauchemar, mais vraiment ignoble, avec la manipulation, mais pas que pour moi, mais je voyais les autres collègues qui étaient eux titulaires depuis plusieurs années. La plupart étaient en arrêt maladie.
Mais il se faisait humilier. Enfin, c'était vraiment, vraiment un cauchemar sur tous les points, points. Alors, je tiens à dire que la personne en question, la collègue toxique, elle est syndicaliste à la CGT. Et elle était protégée, enfin, on va dire, elle avait un petit peu le bras long. Et elle était protégée par ma chef de service, donc à l'époque. Et on retrouve des situations. Alors, on ne dit pas, je dis tout de suite, pas pour modérer, les syndicalistes CGT ne sont pas tous comme ça, pas généralisés, mais il se fait que. Non, mais il faut en parler aussi, bien sûr. Oui. Et donc, vous avez été malade, Najette. Enfin, vous avez été. Oui, je suis tombée malade. Alors, j'ai eu un contrat dans un premier temps en contractuel. Par la suite, j'ai surmonté des épreuves en interne avec ces manipulateurs. Et donc, j'ai prévenu ma hiérarchie que j'allais arrêter. Donc, elle m'a convaincue de arrêter. Ça, c'était les débuts. Et puis, je suis restée pendant une durée de 3 ans et jusqu'à que j'ai reçu un courrier me disant que je pouvais être fonctionnaire au sein de ce service, mais il fallait rester 1 an de plus avant de signer le fameux contrat, voilà. Et donc, et puis je subissais des moqueries, des injures, des humiliations. Je voyais des autres maltraités. Et du coup, je suis tombée malade. Je suis tombée malade. Donc, avant cette année, enfin, je veux dire, vous n'avez pas tenu cette année-là, quoi. L'année qu'il fallait tenir pour avoir votre statut, c'est ça? Non, vous savez pourquoi pourquoi j'ai pas pu tenir, parce que on avait déménagé dans de nouveaux locaux et on était en open space. On était exactement 11 agents, 11 dans mon service, en train de scanner les dossiers, les formulaires, etc. Chacun avait sa propre tâche. Et puis avec nous, il y avait donc le collègue le seul homme qui lui formait les agents au logiciel. On travaillait sur un logiciel spécifique. Mais quand j'ai eu des injures et des humiliations devant tout le monde, elle s'en est pris à moi et à une autre collègue dont j'ai pris aussi la défense. Mais je suis tombée malade, mais c'est pas ça, c'est que ma chef de service, quand je suis allée la voir, je l'ai plus reconnue, parce que dans un premier temps, il y avait rien à dire. J'ai toujours eu des évaluations avec ma chef de service dans le sens où je travaillais bien. D'accord. Vous l'avez pas reconnue parce qu'elle a changé d'attitude à votre égard, c'est ça? Voilà. Ma chef de service, quand je suis allée lui dire les injures et les humiliations dont on avait été victime, moi et ma collègue, elle m'a dit, je comprends pas pourquoi vous avez pris la défense de Stella, qui avait subi une atrocité. Moi, je peux pas me taire face à ça. Bon, j'en ai pris pour mon grade juste après, puisque j'ai pris sa défense. Mais elle a fait la sourde oreille. J'ai plus reconnu ma chef de service. Et en ce moment-là, je me suis posé pas mal de questions, dans le sens où je me suis dit, il va falloir que je reste 1 an de plus. Et je ne pourrais pas le supporter. Perdre ma dignité humaine. Donc là, j'ai lancé un courrier à mes supérieurs. Merci Najette, on peut pas prendre tout le détail. Vous vous êtes arrêté, en fait, c'est ça, à ce moment-là, parce que je me suis arrêtée, et puis j'ai eu une fin de mon CDD. J'ai été reçue en me disant, on va vous muter dans un autre service. Donc eux sont toujours là-bas, elle est montée en grade. D'ailleurs. Encore une montée en grade, c'est bien. Voilà, elle est montée en grade. Et puis moi, je suis tombée gravement malade par la suite. Voilà. Je suis tombée malade. Bon, je regrette pas ce que j'ai fait, mais j'ai préféré garder ma dignité humaine. Voilà, parce que c'est atroce. Mais vous avez tout à fait raison, Najette. Mais j'ai encore un exemple, effectivement, qui montre ce qui se passe. On va continuer avec Pierre-Antoine Martin après cette petite pause. Effectivement, il y a vraiment un problème dramatique qui est posé et dont on parle effectivement très peu. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Les pervers narcissiques, et il y en a dans l'entreprise, il y en a dans l'administration, il y en a partout, et Pierre-Antoine Martin le raconte dans ce livre vraiment que je vous recommande, sur le burn-out, sur vraiment le temps des pervers, cette pandémie. Mais c'est plus que pandémie, parce que
Pierre-Antoine Martin, merci de parler. Vous parlez aussi de vous et vous dites que ça fait 5 ans que ça s'est passé. Ça s'est passé il y a 5 ans, quasiment jour pour jour. Oui. Et aujourd'hui, vous vous sentez comment 5 ans après? Alors, je me sens mieux que les semaines qui ont suivi, parce que les semaines qui suivent, vous pouvez pas vous lever, vous n'avez pas l'énergie, vous pouvez pas vous lever, vous pouvez pas marcher, vous pouvez voir une vidéo 2 minutes, pas plus, parce que votre cerveau n'a plus la capacité. En fait, le burn-out vient casser votre capacité à régénérer votre énergie interne. Donc, vous vous rendez compte, vous comprenez ce que c'est que l'énergie à ce moment-là. Ouais. Vous en avez plus, vous la régénérez plus, vous pouvez plus rien faire. Vous discutez avec un ami pendant 1 heure, vous êtes épuisé, vous êtes obligé. Épuisé, c'est plus que la fatigue. Épuisé, c'est vous pouvez plus réfléchir, plus rien. C'est-à-dire que vous êtes au bout de vous-même. Vous êtes vidé, quoi. Et totalement vidé. Ouais, c'est l'épuisement. On fait une grosse marche de 10 heures, on dit je suis épuisé. Ouais. Non, c'est plus que ça. C'est bien plus que ça. C'est que vous ne pouvez plus rien faire, même pas réfléchir. Regardez une vidéo 2 minutes, c'est pas possible. Vous êtes épuisé. Parlez, vous êtes épuisé. Et donc, petit à petit, vous remontez doucement, très doucement la pente. Moi, ça fait 5 ans. Comme je vous le disais en off, à la suite de cet entretien qui aura duré 3 quarts d'heure, je vais être obligé de me coucher. Vous voyez, parce que après la radio, oui, comme ça, oui, j'aurais consommé l'énergie de ma journée en l'espace de quelques minutes. Vous voyez, donc j'ai peut-être 1/10 de l'énergie que j'avais avant. Voilà, c'est ça. Alors qu'avant, pendant des années, vous le disiez aussi hors antenne, pendant que vous disiez, vous avez été plutôt heureux. Enfin, ça s'est bien passé pendant des années. C'était parfait. Donc c'est quelqu'un, c'est l'apparition. Enfin, c'est quelqu'un qui arrive et qui bouleverse tout ça, qui chamboule tout ça. Voilà. Donc tout peut être très bien jusqu'au jour où il y a un changement de configuration. Et c'est une personne, une circonstance, un système qui fait qu'à un moment donné, vous allez être emmené dans quelque chose d'extrêmement vicieux et qui peut vous faire frôler la mort. C'est presque un enfer. Enfin, c'est une espèce d'enfer au sens où oui, vous êtes conduit dans l'enfer. Et quand vous allez le matin, vous alliez la boule au ventre, comme on dit quelquefois, ou pas? Sur les dernières semaines, oui. Ouais. Auparavant, non. Auparavant, j'étais heureux parce que j'avais du sens dans ce que je faisais. Ouais, je comprends. Je construisais des choses. J'avais effectivement des responsabilités très intéressantes. Et puis il y avait de l'innovation. J'avais des idées très intéressantes qui étaient reconnues nationalement. Et tout a été effectivement détruit en l'espace de quelques semaines, quelques mois en fait. Hein. Mais pour donner aux auditeurs, on en parlait, un peu une idée de la perversion, ce que c'est, parce que vous me posiez la question tout à l'heure, et j'ai une autre anecdote à donner. Donc quand cet individu, donc mon hiérarchique, m'a conduit dans cet enfer, méthodiquement, c'est ça qui est terrible, c'est vicieux, c'est méthodique, Eh bien donc j'ai fini par être licencié, avec le déshonneur, avec toute l'opprobre qui va avec. Et 3 semaines après le licenciement, alors qu'il me licenciait pour avoir, entre guillemets, nui à la performance de l'entreprise, l'argument bateau, je reçois un courrier 3 semaines plus tard, de cette personne, signé de lui, m'exprimant: comme tu as fait une très belle année, je t'offre une très belle prime exceptionnelle de performance. Voilà, là on est dans l'injonction contradictoire, dans le paradoxe le plus total, le plus complet. C'est fou. Non mais c'est même presque, enfin vous avez eu une prime, c'est bien, mais presque il se foutait de vous, enfin il se foutait de vous. C'est ça. Oui, mais bien sûr. Mais le pervers, c'est ça, mais il en jouit. Il prend plaisir à ça. C'est ça qui est monstrueux, parce que vous savez que vous êtes dans une nasse et vous êtes cuit. Parce que hiérarchiquement, il vous met dans une nasse. En fait, il faudra qu'on fasse une autre émission avec vous et avec d'autres. Je crois qu'il faudrait faire une émission, effectivement, comment se battre. Oui, il faut se battre contre le burn-out. Mais ça, c'est le sujet de mon livre, vous avez exactement raison. Moi, je veux montrer la combativité qu'il faut avoir pour se battre. Et ce n'est pas simple, parce que vous êtes encore atteint, et on peut le comprendre, bien sûr. Oui. Et puis surtout, et juridiquement et autres, comment combattre ces pervers. Et comment se battre en justice. Voilà. Et c'est ça que j'exprime aussi dans mon livre. J'essaie de donner aussi des idées, de donner des adresses d'avocats extraordinaires, parce qu'il faut être très spécialisé pour combattre ça. On fera une autre émission avec vous. Avec grand plaisir, André. Merci. Bonjour, c'est Marie.